Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, à l'instar de bien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, a maille à partir avec les groupes extrémistes. Ceux-ci l'ont contraint à un baptême de feu le 13 mars 2016. Après cette attaque originelle, espérentielle, le pays a connu un répit de 4 ans. Mais le volcan qui semblait endormi a brusquement fait irruption fracassante en 2020. En effet, de 2020 à 2021, le pays a connu une vague de faits et de méfaits, mieux des coups et des à-coups des groupes extrémistes. Y avait-il des signes annonciateurs de l'épiphanie de ces attaques? En d'autres termes, quels sont les signaux ex-ante des pressions, actions et passions des extrémistes permettant a posteriori aux membres des communautés des localités du nord de la Côte d'Ivoire de percevoir l'absence des groupes extrémistes? Mesdames et messieurs, c'est justement à cette question que le webinaire de ce jour portant comment les communautés du nord de la Côte d'Ivoire peuvent freiner l'extrémisme violent en utilisant les signaux précurseurs tenteront de répondre. Cet événement est organisé par le projet Résilience pour la paix en collaboration avec PELA 2. Ce sont tous des projets financés par le peuple américain pour renforcer la résilience communautaire à l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin et au Togo. Au cours du dernier trimestre de l'année 2022, le projet Résilience pour la paix a mené une enquête qui a porté sur les signes avant-coureurs des activités liées à l'extrémisme violent. Les équipes de recherche ont sillonné plusieurs localités et ont examiné une série d'incidents attribués à des groupes extrémistes violents opérant dans le nord de la Côte d'Ivoire afin de mieux comprendre les dynamiques sociales, la mobilisation de ressources, ainsi que les réponses communautaires avant et après les incidents attribués aux extrémistes violents. Les conclusions de cette étude contribuent à renforcer davantage les connaissances des praticiens sur ces dynamiques. Par ailleurs, elles permettent aussi à l'USAID ainsi qu'à ses partenaires des communautés et du gouvernement de mieux orienter leurs actions afin de renforcer la résilience face à la menace des groupes extrémistes violents dans le Nord qui se fait de plus en plus pressante. Ok, bonjour mesdames et messieurs, en vos grades, rang et qualité, je voudrais vous saluer et dire merci à l'USAID, à Equal Access et à tous ses partenaires pour l'opportunité qui nous donne de présenter une étude que nous avons menée l'année dernière. Et donc, cette étude a été menée par une équipe de chercheurs composée de Dr Aziz Moussi du Bénin, M. Bernard Bleu et puis moi-même. Moi, c'est le Dr Parfait Ngoran de l'Université de Bouaké. Quel est le contexte de cette étude? D'une manière générale, l'étude se situe dans le contexte du programme R4P, et elle fait suite essentiellement à une forte demande des communautés à la suite du premier sommet d'apprentissage qui a eu lieu en février 2022 à Porobo. Et c'est toutes ces choses qui ont favorisé la mise en œuvre, l'implémentation de cette étude. Et l'étude a porté sur deux grandes régions, la région du Koungani et la région du Tchologo. Et d'une manière générale, ce que nous avons adopté comme, avant d'arriver bien entendu à la méthodologie, nous allons vous présenter ici le tableau des incidences. Comme le docteur Assali l'a dit tout à l'heure, c'est une étude qui s'est faite a posteriori, après que les attaques aient eu lieu dans ces zones-là. Donc, vous voyez sur l'écran les différents incidents qui ont été répertoriés dans la zone avant que les attaques n'aient lieu. Donc, il y a des incidents liés aux attaques, par exemple, à main armée, dans les zones comme Kafolo. Tous les points en rouge sont les localités où il y a eu ce type d'incidents. Il y a des zones où il y a eu des intimidations, un peu comme la zone de Bolé. Donc, globalement, vous voyez que avant que l'étude ait lieu,
il y avait déjà des incidents qui se sont produits dans ces localités-là. L'objectif, globalement, c'était d'identifier, sur la base de la mémoire des communautés, tous les signes avant-coureurs ou du moins les événements qui sont produits dans ces localités, mais auxquels les populations n'ont pas fait attention et qui, à la suite, ont provoqué ces attaques-là. Donc, l'idée, c'était d'identifier tous ces signes-là. Et à terme, ce qui était attendu au terme de l'étude, c'était d'avoir une compréhension assez fine de tous ces signes avant-coureurs, les attaques extrémistes violentes dans ces localités-là, afin d'aider à la prise de décision. Alors, quelles sont les questions qui ont structuré notre étude? Il y a essentiellement 3 questions. La première question, c'est comment, du point de vue de la mémoire des communautés, tout ce qui s'est passé comme événement dans ces zones-là en termes d'attaques violentes, comment ces événements sont consignés au niveau de la mémoire collective, au niveau local. Deuxième élément, quelles sont les causes ou les mobiles perçus des actions de ces groupes extrémistes violents? Et la troisième question qui a structuré cette étude-là, c'est quels sont les acteurs impliqués et leur mode opératoire. Dans cette présentation, nous n'allons pas vraiment faire le focus sur ces 2 dernières questions, mais nous allons plutôt regarder aussi avant-coureurs. En termes d'approche méthodologique, il faut dire que nous avons essentiellement focalisé notre étude sur une approche qualitative, faite d'entretiens individuels et de focus group. Et au total, ce sont 40 entretiens individuels et 15 focus group qui ont été réalisés en tenant compte de 3 catégories d'acteurs, les acteurs institutionnels, les acteurs locaux et les gens ordinaires. Tout cela s'inscrit dans une perspective, comme je l'ai dit tantôt, dans une perspective historique, puisque l'idée était sur la base de l'histoire des récits qui sont faits par les communautés, était de remonter à la genèse de cet acte et de comprendre comment des événements auxquels peut-être les populations n'ont pas pris au sérieux ont à la suite déclenché des attaques dans ces zones-là. Donc, en termes de résultats clés, premièrement, nous avons identifié les signaux en lien avec les ressources, la mobilisation des ressources. Dans des zones comme Kafolo, Bolé, Moro, Toubo, Téni, tout ce qui est braquage a été observé dans ces zones-là. Les vols de bétail dans les localités comme Kafolo, Bolé, Toubo et Zepou, les enlèvements contre rançon à Bolé, Toubo, Téni, et puis l'approvisionnement en vivres à Toubo et Téni. Donc, ça, ce sont les grands signes que nous avons identifiés en termes de mobilisation de ressources, parce que nous faisons l'hypothèse que à partir des braquages, du vol des bétail, des enlèvements contre rançon, des approvisionnements en vivres en quantité importante, tout cela contribue à alimenter la dynamique d'action des groupes extrémistes violents. Deuxième catégorie de signaux que nous avons pu identifier, c'est les signaux de présence supposée des groupes extrémistes violents. Et ça se traduit notamment par les rumeurs de présence de GEV et puis par l'apparition de personnes inhabituelles dans certaines localités, par exemple comme Toubo. Les récits qui nous ont été racontés disaient qu'il y a à un moment donné une apparition inhabituelle de fous dans la localité. Mais en réalité, après les investigations des forces de défense et de sécurité, ils ont découvert qu'il s'agissait plutôt d'agents infiltrés des GEV qui étaient venus dans la localité pour prendre des informations par rapport au positionnement des forces de défense et de sécurité. Autre catégorie de signaux que nous avons identifiés, c'est les signaux d'intimidation des populations. Et ça, vous retrouvez pratiquement à Bolé, à Kafolo, à Toubo, à Téni. Donc, ça se traduit notamment au niveau de ces signaux-là. Le cas le plus symptomatique que nous avons pu observer, c'est surtout à Bolé. La population a été prise en otage une soirée et les groupes extrémistes violents qui sont arrivés ont intimidé la population en leur disant qu'ils sont venus parce qu'il semblerait que c'est dans ce village-là, les communautés dénoncent les GEV auprès des forces de défense et de sécurité. Donc, s'ils n'arrêtent pas, la prochaine fois qu'ils vont venir,
ce serait la mort de tout le village. Donc, voici un peu, en termes de signaux d'intimidation des populations, des éléments importants que nous avons pu identifier dans les localités que nous avons visitées. L'un des éléments clés aussi que nous avons identifiés en termes de signaux, c'est les signaux déclencheurs des attaques par les GEP. Qu'est-ce que nous appelons signaux déclencheurs? En général, c'est des événements qui ont succédé juste, qui ont précédé juste les attaques. Par exemple, les opérations qu'il y a eu, les opérations conjointes entre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et celles du Burkina Faso, juste après ces opérations-là, il y a eu des attaques. À Téni, par exemple, juste après les coupures de courant, il y a eu l'attaque de Téni, je crois que c'est en 2021. Et ça fait que dans la mémoire collective, dans ces localités-là, lorsque, par exemple, il y a des coupures de courant, les populations ont tout de suite la peur au ventre et ils craignent que ce sera lié à une attaque des groupes extrémistes violents. Donc, voici un peu en termes de signaux ce que nous avons pu observer. Donc, lorsque on a comparé, parce que on est rentré dans une approche comparative en mobilisant le collègue du Bénin pour comparer un peu ce qui se voit en Côte d'Ivoire par rapport à ce qui se voit au Bénin. Et nous avons eu des éléments de similitude et des éléments de dissemblance. En termes d'éléments de similitude, on a l'irruption dans les lieux de culte, comme à Bolé, le kidnapping, les vols de bétail, les poses d'engins explosifs improvisés, l'achat ostentatoire de vivres, le déplacement à moto, la menace ou les menaces en cas de dénonciation, et puis les prêches inopinées. Donc ça, ce sont des éléments aussi que nous avons retrouvés aussi bien dans le contexte ivoirien que dans le contexte béninois. Tout à l'heure, dans la discussion, le collègue du Bénin va revenir là-dessus pour approfondir ce point-là. Les éléments, par contre, qui sont différents quand on prend le contexte ivoirien et le contexte béninois, c'est les coupures de courant avant les attaques. Ça, le collègue qui a participé à l'étude, selon la littérature et les études qui ont été faites au Bénin, ce sont des éléments qui n'apparaissent pas dans le contexte béninois. Et puis le déguisement des hommes qui portent souvent des voiles pour passer inaperçus, voilà, se déguisent en femmes. Ça, ce n'est pas des éléments qui sont apparus dans le contexte béninois. Maintenant, en revanche, dans le contexte béninois, il y a aussi des spécificités qu'on n'a pas retrouvées dans le contexte ivoirien. C'est par exemple le prélèvement de la zakat auprès des éleveurs, le développement des marchés noirs, des marchés illicites liés à la vente des produits prohibés, et puis la circulation de nouveaux billets de banque. Ça, ce sont des choses que, du point de vue des recherches que nous avons menées en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu observer. Comme je l'ai dit tantôt, le collègue du Bénin va certainement revenir sur ces choses-là et il va donner assez d'informations. Maintenant, en termes de stratégie de résilience, qu'est-ce que nous avons pu observer? On a observé qu'à la suite des attaques, il y a eu de profonds changements, ou du moins du profond changement dans ces localités-là, dans les modes de vie, dans les pratiques agricoles et même dans la façon de faire l'économie. Toutes ces choses-là ont connu des transformations importantes à la suite des attaques. Néanmoins, les populations ont développé des stratégies de résilience pour pouvoir survivre à tous ces événements-là. Et selon les trois concepts de FOP en termes de stratégie de résilience, on parle de l'absorption, de l'adaptation, de la transformation. La transformation, c'est surtout quand les populations développent des stratégies pour pouvoir développer des stratégies nouvelles pour pouvoir faire face à ces attaques-là, à ces menaces. Donc, en termes de transformation, nous allons vous donner peut-être deux éléments importants. Premier élément que nous avons pu observer, c'est le maillage des villages par les jeunes informateurs. De façon générale, il y a au sein des communautés qui ont été victimes des attaques une stratégie au niveau local qui consiste pour les populations à, je dirais, faire un maillage territorial du village de sorte à pouvoir porter des informations en lien avec des cas suspects. Il y a aussi un élément intéressant de transformation, c'est
le système de vigilance et de dénonciation. Ça, c'est un élément très prégnant dans ces localités-là. De plus en plus, la vigilance communautaire est accrue. De sorte que quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans la localité, on cherche toujours à savoir qui il est, connaître son profil, prendre des informations importantes sur la personne de sorte à pouvoir soit l'héberger ou bien à le refouler. L'une des stratégies intéressantes que nous avons pu observer, ça va dans le concept d'adaptation. Au niveau de l'adaptation, les populations ont développé, par exemple, des nouvelles stratégies. Avant les attaques, c'était possible que les gens, ceux qui notamment vont au champ, se déplacent seuls, mais à la suite des attaques, de plus en plus, les attaques se font, comment on appelle ça, les déplacements en dehors des villages se font essentiellement en groupe. Et l'une stratégie que nous avons pu observer, c'est l'usage de la dérision comme catharsis. Ça, on a observé cela à Bolé, en nous racontant tout ce qui s'est passé, la prise d'otages. Il y avait un brin d'humour, un brin d'ironie pour pouvoir, on appelle ça, supporter ces événements et les surpasser. En termes de stratégie de résilience, qu'on peut classer dans le cadre de l'absorption, on a observé la stratégie de l'omerta. Quand vous allez dans ces localités, de plus en plus, on ne parle pas publiquement des groupes extrémistes violents. Et l'une autre stratégie qu'on a pu observer en termes d'absorption, c'est les déplacements vers d'autres localités, notamment en ce qui concerne la population Peul. Donc, voici en quelques mots les principales stratégies de résilience que nous avons pu observer. Pour ceux, je crois que le rapport sera mis en ligne, sera publié. Pour ceux qui veulent des informations supplémentaires en termes de stratégie de résilience, il y a assez d'informations sur ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut retenir à la suite de cette étude? Première chose qu'on peut retenir, c'est que face aux signaux d'alerte, les communautés ont développé des stratégies de veille, d'alerte et de résilience qui leur permettent de s'adapter à la situation de la présence des GEV dans leurs environnements respectifs et de continuer à vivre dans ces localités-là. Deuxième élément que nous pouvons retenir, c'est que ça, c'est surtout à l'endroit des acteurs qui interviennent, que ce soit l'État, que ce soit les ONG. De notre point de vue, toutes les actions en termes d'intervention dans ces localités-là, pour être efficaces, doivent s'inspirer des expériences et des connaissances qui sont déjà développées au sein des communautés. Et le troisième élément que nous pouvons retenir, ça, c'est en lien avec l'étude elle-même. On n'a pas la prétention de la généralisation, mais nous disons, quand on compare le cas béninois au cas ivoirien et qu'on voit les éléments similaires, les éléments de dissemblance, on se dit que les résultats de cette étude sont des éléments pertinents en termes de politique de prévention et d'alerte dans d'autres localités, peut-être même dans d'autres contextes. Voilà, donc globalement, voici un peu ce que nous avons pu avoir comme résultat à la suite de notre étude dans le contexte ivoirien. Les collègues du Bénin et du Ghana vont intervenir pour apporter des éléments complémentaires et on pourra discuter sur la base de ces éléments-là. Alors, je vais aussi partager quelques infos qui sont similaires à ce qu'on a noté déjà sur les cas de la Côte d'Ivoire. Pour nous, sur le programme d'appui aux pays côtiers PRAPC, on essaie d'aussi suivre et collecter des données atmosphériques sur le contexte en termes de la prévention de l'extrémisme violent, en termes de promouvoir la cohésion sociale. Pour le moment, le Ghana n'a pas connu des attaques des groupes extrémistes violents, mais quand même, on craint un débordement de tout ce qui se passe dans la région, sur les pays. Par exemple, ce qu'on a entendu de ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire et même aussi dans le Burkina et le Togo. Ce qu'on a noté est que les incidents que les populations n'ont pas pris au sérieux sont des incidents à traquer, comme nos collègues de la Côte d'Ivoire ont partagé. Déjà, il y a des signes ou des signaux précoces qu'on note, comme par exemple
de braquage, de coupeurs de routes qui sont situés à la frontière avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. De plus en plus, on note aussi des vols de bétail. Pour le moment, il y a des rapports qui disent que c'est des gens qui viennent soit de la Côte d'Ivoire, soit du Burkina et ainsi de suite pour commettre ce vol de bétail. Même aussi, comme les collègues de la Côte d'Ivoire ont partagé, même on a constaté maintenant des enlèvements contre rançon, mais ça reste toujours au niveau de l'ethnie Fulbe ou Peul, et c'est quelque chose qu'on note et quelque chose qu'on suit maintenant. Et pour les communautés frontalières qui sont dans la région de Haute-Est et Haute-Ouest, par exemple, Sapeliga qui est près de la frontière avec le Burkina et le Togo, ainsi que les communautés de Bolé et Solatula-Karba qui sont près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, sont déjà, comme les rapports reçus, sont déjà des lieux d'approvisionnement de vivres, carburant, engrais par ces personnes suspectes. En termes de stratégie de la résilience, c'est comme ce qu'on a entendu de la Côte d'Ivoire. Déjà, on a eu des stratégies nouvelles qui sont mises en place par les populations, comme les comités d'éveil et le partage d'informations par WhatsApp. Et pour le moment, on a entendu qu'il y a des rumeurs de la formation de groupes d'autodéfense dans la communauté que j'ai mentionnée, Sapeliga, qui est près de la frontière avec le Burkina. Pour le moment, ça reste une rumeur, mais déjà, on les note parce que c'est déjà un signe d'alerte précoce. Pour le partage d'informations sur les réseaux sociaux par WhatsApp aux autorités locales, ce qu'on a noté qu'il y a aussi la désinformation qui vient avec ça. À plusieurs reprises, on a suivi des rapports qui étaient fausses. Par exemple, les FDS ont été déployés vers la frontière avec la Côte d'Ivoire et ils ont trouvé que les populations ont dit qu'il y avait beaucoup de présumés extrémistes violents qui étaient là, qui ont kidnappé des femmes, mais à la fin, c'était faux. Alors, seulement pour dire que même s'il y a des stratégies de résilience qui sont en cours, qui sont mises en œuvre par les communautés, il y a aussi des défis à relever dans ce sens. Merci beaucoup. Je disais que, comme l'a dit mon collègue Parfait, on a identifié effectivement, pour le cas du Bénin, un certain nombre de signaux. Je ne vais pas revenir là-dessus, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer parmi les signaux que nous avons constatés dans une dynamique donc d'adaptation de ces groupes-là au contexte, mais également aux réalités qui se posent à eux en raison donc des dispositions qui sont prises par le gouvernement pour mettre en place des FDS dans les zones donc pour traquer ces groupes extrémistes violents. Et on a constaté, par exemple, qu'il y a une évolution. Aujourd'hui, de plus en plus, les achats massifs ne sont plus des stratégies qui sont adoptées par ces groupes-là et qui utilisent beaucoup plus des stratégies d'émiettement en se focalisant sur ou en se basant sur plusieurs abatteurs qui sont donc désignés ou choisis dans les localités. Par exemple, au lieu d'aller acheter des vivres en grande quantité, ils préfèrent plutôt utiliser plusieurs personnes qui vont acheter en détail. Récemment, par exemple, dans une localité du nord du Bénin, il y a 10 jeunes qui ont été pris comme ça par la police et qui se chargeaient, par exemple, d'acheter des vivres. Par exemple, chacun prend un sac de riz, 10 personnes, s'ils font de tout dans la journée, ça fait près de 20 sacs qui sont livrés donc à ces groupes-là. Donc ça, c'est des nouvelles stratégies d'adaptation que ces groupes sont en train d'utiliser. Alors après l'étude, effectivement, ces signaux d'alerte précoce ont été opérationnalisés dans le cadre donc d'une initiative que nous avons mise en place dans le nord du Bénin pour sensibiliser les communautés sur l'utilisation ou sur la véracité donc de ces signaux-là, comment on pourrait donc identifier de manière précoce la présence donc de ces groupes dans ces localités. Également, ces formations ont touché également les forces de défense et de sécurité, sauf qu'aujourd'hui, on remarque quand même que de temps en temps, il y a une utilisation abusive
de ces signaux d'alerte ou de ces signes précoces qui sont identifiés notamment par les forces de défense et de sécurité qui font beaucoup d'amalgames. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous êtes dans ces régions-là et que vous êtes barbu, c'est déjà un signe de risque pour vous. Ou lorsque vous avez le front qui a été marqué par la prière régulière, ça aussi, ça peut être un signe de risque pour vous. Et donc, il y a ce type d'amalgames-là qui sont donc observés aujourd'hui dans la pratique des FDS, et ce qui crée beaucoup de frustration, beaucoup de mécontentement parce que selon les populations locales, c'est des abus qui sont donc opérés par ces forces de défense et de sécurité qui ne font pas de distinction sérieuse entre qui est membre de ces groupes ou qui ne l'est pas, et sur la base d'un certain nombre de signes physiques ou d'apparence physique, tout de suite vous courez le risque de vous faire embarquer. L'autre chose aussi, c'est que justement, en se basant sur ces signes-là, on constate que souvent, au niveau donc des forces de défense et de sécurité, il y a souvent des confusions, même entre les différents membres qui sont concernés donc par la protection donc des citoyens, un militaire qui a été abattu par un policier sous prétexte qu'il porte des barbes, il ne l'a pas identifié la nuit. Donc vous avez de ces cas d'abus, y compris au sein des forces de défense et de sécurité qui sont enregistrés malheureusement et qui font beaucoup de victimes. Donc voilà en quelques minutes ce que je peux dire, et pour ajouter à ce que mon collègue a dit et par rapport auquel je suis d'accord parce que nous avons fait le travail ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Aziz. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Nous avons eu quelques questions dans le chat. Et il y a deux questions qui sont presque les mêmes. C'est en quoi la coupure d'électricité est un signal contre l'extrémisme violent. En quoi la coupure d'électricité est un signal de la présence des extrémistes. La deuxième question, c'est une question de vocabulaire. L'omerta. Qu'est-ce que l'omerta? Bon, l'omerta, c'est le silence. Les extrémistes, les gens ont tellement peur qu'ils n'aiment pas parler ouvertement de l'extrémisme violent. Et ils désignent les extrémistes par des noms tels que Aladi, Barbu, et bien d'autres noms. Voilà. Les gens de la bourse. Donc, ils n'aiment pas parler directement des extrémistes parce qu'ils ont peur que les gens les dénoncent. Donc, il y a une troisième question, c'est à quoi va servir cette étude? Voilà, là, je réponds à cette question. En principe, dans le projet Résilience pour la paix, nos études sont des recherches-actions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les données générées par les études servent on les traduit en projet, en action. Donc, par exemple, les données qui ont été générées par ces études cette année, ces données-là ont été incluses dans notre plan d'action. Donc, nous allons les utiliser pour renforcer la résilience communautaire. Également, ces données ont servi aussi au gouvernement parce que nous avons partagé aussi les résultats avec le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à Dr. Parfait pour répondre à la question en quoi la coupure d'électricité est-elle un signe de présence d'extrémistes? Ok, merci bien, merci pour les questions, pour les observations. Bon, mes collègues sont en ligne, il y a les collègues Alcine, les collègues Briou, il faudra peut-être prendre la parole pour apporter des compléments d'information. Mais sur la base des données que nous avons collectées, on a identifié 31 signes avant-coureurs, dont la question de la coupure d'électricité. En fait, la coupure d'électricité en elle-même, vous allez me dire que c'est un phénomène banal, mais comme on l'a dit dans tout le jeu, le travail consistait à documenter les événements
qui sont déroulés dans les localités et auxquels peut-être les populations ne vont pas faire attention et qui, à la suite, après, ont généré des attaques. Donc, l'un des éléments qui est apparu de façon récurrente dans les récits des communautés, c'est la coupure du courant. Parce que dès qu'il y a eu beaucoup de courant dans certaines localités, notamment à Téni, ça coïncidait avec les attaques la nuit. Donc, dans la mémoire collective, on fait de plus en plus attention lorsqu'il y a des coupures de courant dans ces zones-là. Parce que les groupes extrémistes violents, les autres collègues pourront compléter, ont plusieurs modes opératoires. Donc, c'est vrai que c'est des communautés qui n'étaient pas habituées à certaines choses, mais depuis que c'est arrivé, la coupure de courant est devenue quelque chose à laquelle on accorde de l'importance, on est vigilant. Quand il y a coupure de courant, on est vigilant dans cette fois, nous avons placé la coupure de courant comme un élément dans les signaux qui ont précédé les attaques. Maintenant, la question de l'Oumeda, dont le collègue a déjà répondu, c'est en fait une forme de loi de silence sur un événement, une situation qui fait peur. Quand vous allez dans ces localités-là, les communautés ne vont jamais désigner ces groupes extrémistes venant par un nom, ils vont les appeler par des codes, les babus, les hommes de la brousse, les sauvages. Donc, c'est tout cela qui nous permet de dire qu'il y a une sorte de loi de l'État qui se met en place dans cette localité et on ne parle pas publiquement des groupes. Maintenant, en quoi va servir l'étude? Je l'ai dit vers la fin de ma présentation, même les autorités administratives que nous avons rencontrées et à qui nous avons partagé quelques éléments du résultat de notre travail, ils sont de plus en plus vigilants sur des choses auxquelles peut-être ils ne faisaient pas attention avant. Et donc, ça peut aider à prévenir, ça peut aider à développer la vigilance des communautés, mais aussi des forces de défense et de sécurité, et aider donc à la prévention et à la l'aide dans ces localités-là, et puis peut-être même dans d'autres localités qui n'ont pas forcément été victimes d'attaques, mais qui prennent des dispositions pour pas que l'attaque puisse subvenir sans que ce soit. Donc voilà un peu de façon, ce que je peux dire par rapport aux questions qui ont été posées. Maintenant, si le collègue Azim aussi est en ligne, le collègue Pérou est en ligne, s'ils ont des. Je vois la main du collègue Pérou qui est levé, peut-être qu'il a. Oui, je voulais apporter des éléments concernant la coupure de courant. Les coupures de courant sont des stratégies pour attaquer par surprise les forces de l'ordre. Et en général aussi, dans ces localités qu'on coupe le courant, les réseaux de télécommunications aussi sont brouillés parce que ça fonctionne avec le courant. Le temps que le groupe électrogène se mette en marche, souvent même le groupe électrogène est défaillant. Et il y a une coupure de courant pour ne pas qu'après les attaques, on puisse déjà appeler les renforts pour ne pas qu'ils soient vus. Donc, ils viennent, c'est des attaques par surprise. Ils viennent, ils attaquent et puis bon, ils s'en vont. Et on a vu au niveau de Boulogne, on a dit que quand il y a une coupure générale et il n'avait pas de réseau. Et quand les gens sont arrivés, il n'avait pas de réseau. C'est quelqu'un qui s'est échappé. Il est allé quelque part sur une côte et il a reçu peut-être le réseau de Kafolo et il a appelé. Et il a appelé après, quand il y a eu le bruit de l'hélicoptère, des fois de l'autre, c'est là qu'ils sont partis. Donc, les coupures de courant, c'est pour faire des attaques de surprise sans être vus. Et aussi, en coupant le courant aussi, il y a les réseaux de téléphonie aussi qui se coupent pour ne pas que les gens puissent vraiment appeler. Donc, c'est une stratégie. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand les forces de l'ordre au niveau de Téni, ils prennent ça au sérieux, la coupure de courant. Il y a quelqu'un qui demande quelles sont les dispositions qui sont prises pour réduire les amalgames, par exemple au Bénin. Il faut dire que pour la question du Bénin, les amalgames continuent toujours parce qu'il n'y a pas véritablement d'action contre ce phénomène pour le moment. De manière générale, on peut dire qu'il y a une certaine hostilité des forces de défense et de sécurité à être ouvertes par rapport à cette thématique pour échanger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de structures de la société civile qui mènent des actions de prévention, y compris une forme d'éducation civique sur la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Mais l'inverse, c'est-à-dire une collaboration
des forces de défense et de sécurité vers les citoyens n'est pas encore acquise. Donc, il y a vraiment une réticence pour le moment parce que, comme vous le savez, au Bénin, de manière officielle, la lutte contre l'extrémisme violent est beaucoup plus la lutte armée. Pour le moment, c'est les organisations de la société civile qui s'illustrent dans les mécanismes de prévention. Il y a aussi une question qui porte sur les difficultés rencontrées lors de la collecte des données. Comme vous le savez, c'est une thématique très sensible, c'est une thématique qui fait beaucoup de bruit, mais avec laquelle les populations ont du mal, sur laquelle les populations ont du mal à discuter parce qu'elles craignent justement les revers de leur collaboration. J'avoue qu'il y en a qui ont été déjà victimes d'enlèvement ou d'assassinat parce que les groupes extrémistes violents les ont soupçonnés d'avoir collaboré avec les forces de défense et de sécurité. Et naturellement, quand on est dans des contextes pareils, comme on l'a dit, il y a l'omerta qui gagne le terrain, qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas parler de ces questions-là. Quand vous faites par exemple des sondages, vous vous rendez compte que les populations se disent qu'ils n'ont jamais vu des groupes extrémistes violents ou qui n'ont pas de présence de groupes extrémistes violents sur leur territoire, alors que dans ces mêmes territoires, on a recensé des actions qui sont commises par ces groupes-là. Donc, il y a cette difficulté à parler de la chose, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu cette stratégie de dérision ou cette stratégie de contournement en utilisant des thèmes un peu camouflés pour désigner donc ces acteurs-là. L'autre chose que je voudrais aussi dire sur le chat par rapport, disons, à le fait qu'on considère les populations comme complices de ces groupes, mais en même temps des populations qui sont aussi victimes. Oui, bien entendu. En tout cas, pour le contexte du Bénin, ce que nous avons remarqué, c'est que l'extrémisme violent a des acteurs qui en profitent, des acteurs de la communauté qui en profitent, notamment tous ceux qui s'investissent dans les activités criminelles, dans les activités économiques illicites avec ces groupes extrémistes violents, les vendeurs de carburant, les trafiquants de drogue et d'autres outils ou d'autres moyens qui sont utilisés, par exemple les pièces de rechange des motos ou même les motos ou les vivres. Tous ces acteurs-là vivent effectivement de ce phénomène-là de manière ouverte, mais en même temps, vous avez aussi des gens qui sont victimes, notamment ceux qui sont soupçonnés de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Donc la situation, elle est un peu ambivalente. Il y en a qui profitent de la présence des groupes extrémistes violents parce qu'ils arrivent à faire du business avec ces groupes-là, mais malheureusement, il y en a aussi qui en font les frais tout simplement parce qu'ils ont choisi d'être plus proche de l'État, d'être plus proche des forces de défense et de sécurité. Voilà ce que je peux dire pour ces différentes questions. OK. Merci beaucoup, Dr. Aziz. Il y a d'autres questions dans le chat qui demandaient quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour éviter la stigmatisation de certaines communautés. Est-ce qu'il y a des activités de cohésion sociale? Bon, ces activités sont vraiment au cœur même du projet Résilience pour la paix et du projet de paix là. Ce sont des projets qui ont été mis en place par USAID pour pouvoir renforcer la résilience communautaire. Donc, nous organisons beaucoup d'activités de cohésion sociale. Par exemple, au nord de la Côte d'Ivoire, il y a des activités pour pouvoir souder les liens entre la population, la communauté Peul et puis les autres communautés, et puis également consolider les liens entre la communauté Peul et, par exemple, les forces de défense et de sécurité. Vous savez qu'à cause du soupçon ou bien de la stigmatisation de cette communauté, leurs relations avec les forces de défense et de sécurité n'ont pas tout été bonnes. Donc, on organise des activités telles qu'une marche où forces de défense et de sécurité et peuvent marcher côte à côte
la main dans la main, la population avait cru que c'était une arrestation collective des peuples. Parce qu'elle n'imaginait pas à Tengrela que des peuples pouvaient marcher côte à côte avec les points de défense de sécurité. Et après cette marche, je pense que ça a facilité les relations entre la communauté peuple et les points de défense et de sécurité. Également, nous essayons de faire travailler aussi les communautés, les différentes communautés ensemble, surtout pour les femmes dans certaines localités du Nord. On accuse les communautés de rabiner les extrémistes en vivre. Pourtant, ces communautés sont les victimes. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Je vais laisser le docteur Parfait répondre à cette question. Je pense que c'est la dernière, malheureusement. Bon, dans la littérature hein, sur la question de ce violent, notamment en Afrique de l'Ouest, du Sahel, ce qu'on retient, c'est que généralement les groupes extrémistes violents exploitent les vulnérabilités locales pour pouvoir pénétrer dans des localités, dans des zones. L'étude a montré qu'il y a des personnes hein, supposées être impliquées, généralement c'est les peuples qui sont soupçonnés, mais il y a d'autres acteurs qui interviennent dans cette stratégie d'intégration des communautés. Donc, ils arrivent, par exemple, à donner de l'argent à certaines catégories, notamment les catégories sociales les plus vulnérables, à leur donner de l'argent, plus une moto, et puis à gagner leur adhésion. Donc, c'est en cela qu'on dit qu'il y a des acteurs internes à la communauté qui peuvent être partie prenante de ces actions des groupes extrémistes. Mais comme vous le dites si bien, finalement, quand il y a des actions, quand il y a des attaques, quand il y a des infiltrations, c'est la communauté dans tout son ensemble qui est victime parce qu'il y a les activités économiques qui s'arrêtent, les modes de vie qui sont complètement transformés, il y a des communautés même qui se déplacent. Bon, dans le cas ivoirien, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là où il y a un déplacement massif de population d'une localité à une autre. Par contre, à côté de nous, au niveau de Burkina Faso, il y a des communautés qui sont déplacées et qui sont dans ces zones frontalières. Donc, voilà un peu, en termes d'éléments de réponse, ce que je peux dire par rapport à ce que nous avons pu observer sur le terrain. Merci. Mesdames et messieurs, au nom de PELA et de Résidence pour la paix, nous vous disons merci pour votre présence et nous espérons vous voir dans quelques temps sur nos prochains webinaires. Merci et bon après-midi. Au revoir.